didn't even get to bronze. Bonjour à tous, ici Christophe Vincent pour un nouveau tutoriel sur Mac. Donc, comment passer de Windows à Macintosh. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le Macintosh et qui ont démarré leur expérience sur Windows, eh bien vous allez apprendre que le Mac n'est pas si différent que ça de Windows, puisqu'il permet d'exécuter des applications. C'est un système d'exploitation classique. La différence réside qu'il est basé sur un noyau Linux qui est Darwin. La différence majeure, elle réside dans le fait qu'il y a une barre de menu en haut et pas en bas, et que le raccourci des applications se fait via cette petite chose ici qui s'appelle le dock. Alors vous n'avez qu'à penser à un quai, un dock, voilà. Donc vous voyez qu'il y a sur le dock, qui contient tous mes raccourcis d'application, il y a une petite barre ici. Si je place ma souris dessus, en montant et en descendant, je peux agrandir ou réduire mes icônes, ce qui est bien pratique parce que là j'ai pas beaucoup d'icônes, mais vous verrez que quand j'ajoute des applications ou des fichiers dossiers, la barre se remplit très vite et dans ce cas là vous avez besoin de la réduire. Alors une chose sur cette barre aussi, c'est que donc comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai dit les applications d'un côté et les dossiers et fichiers de l'autre. C'est exactement ça. Côté gauche, on stocke les applications et côté droit, les dossiers et fichiers. Et bien sûr, la corbeille qui est toujours, strictement, toujours au même endroit. Ensuite, concernant les applications. Depuis quelques versions de macOS, on a accès à toutes les applications sans avoir à aller chercher dans les dossiers. On clique simplement sur la petite fusée qui s'appelle le Launchpad pour avoir accès à toutes les applications. Si vous avez une application qui n'est pas listée dans le dock, par exemple que vous avez installée depuis l'App Store, eh bien vous la retrouverez là-dedans. Et dans ce cas-là, il vous suffira simplement de la faire glisser dans le dock. Par exemple, je veux mettre Firefox dans le dock, je le prends, je le glisse, je lâche. Ça ne disparaît pas du Launchpad. En revanche, ça s'ajoute au dock. Et on peut faire comme ça pour toutes les applications. Bon. Après, il faut le faire une application par une application. Vous allez voir que ça va très vite pour prendre de la place. iMovie, tiens. Ça c'est bien sympa comme application. iPhoto. Voilà. Déjà une présentation du dock. Alors, je vous ai parlé de l'Apple Store. App Store. Attention, pas Apple Store. En fait, il permet de regrouper à peu près toutes les applications existantes sur Mac. Vous n'avez pas besoin de chercher sur le net et les télécharger. Bien que vous pourrez en trouver qui ne sont pas sur l'App Store et que vous pouvez télécharger et installer, mais ce seront en général des applications non signées, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'aval d'Apple. Donc vous pouvez faire vos recherches ici, ou sélectionner une catégorie de logiciels. À savoir que vous pouvez télécharger aussi par là les applications qui iront sur votre iPad et votre iPhone. Alors, parlons un petit peu du menu qu'on voit ici, qu'on pourrait comparer au menu Windows, bien qu'il y ait de grosses différences, puisque les applications on les retrouve ici, alors que chez Windows on les retrouve dans le menu Windows. Là, dans le menu Pomme, on peut trouver les informations du système directement en cliquant sur à propos de ce Mac. On a donc
les informations générales avec le numéro de série, etc. Très complet. Le type de moniteur, le stockage, la mémoire. On peut avoir l'assistance et services. Très important aussi, les préférences système. Quand vous voulez changer, c'est l'équivalent du panneau de configuration sous Windows. Si vous voulez changer le fond d'écran, la disposition du dock, faire des modifications d'ordre général ou bien toucher aux configurations de l'ordinateur, c'est ici que vous le ferez. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'aurait aucune utilité, parce que sur Mac c'est très intuitif. Je vais juste rentrer un petit peu dans certains points qui sont importants. Par exemple, iCloud, c'est un outil magique et magnifique à utiliser si vous avez un Mac et un iPhone, ou un Mac et un iPad, ou voire les trois à la fois. Si vous configurez un compte iCloud sur votre Mac, vous le configurez aussi sur votre téléphone. Donc vous aurez tous les mails qui arriveront sur votre Mac et votre iPhone ou iPad. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, je vais dire juste l'iPhone. Alors les mails, calendrier, vous pouvez synchroniser aussi les photos, l'agenda je l'ai dit, les contacts, etc. Et il y a aussi une chose intéressante, lorsque votre Mac et votre iPhone sont connectés sur le même réseau Wi-Fi, c'est que vous pouvez recevoir les appels sur votre Mac. Par exemple, vous êtes à la maison, vous avez garé votre téléphone, mais vous bossez sur votre Mac. Vous avez garé votre téléphone, mais vous savez qu'il est dans la maison. Vous bossez sur votre Mac, on vous appelle. Eh bien, sachez que vous pouvez recevoir l'appel sur votre Mac. Vous pouvez décrocher et appeler de manière classique, et vous pouvez même recevoir et envoyer des messages au format de message Apple. Voilà. Ensuite, les comptes internet. Vous pouvez configurer vos comptes Google, Twitter, Facebook, iCloud et compagnie, vos comptes mail, vos comptes de calendrier, etc. C'est une option super intéressante quand on veut éviter d'aller pêcher les mails sur internet à chaque fois. Sinon, il faut savoir que bon, après c'est pareil, pour éteindre, redémarrer et mettre en veille, c'est toujours par là. Il faut savoir que la plupart des logiciels libres que l'on trouve sur PC, on les retrouve aussi sur Mac. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'habitude, que vous soyez sur Mac ou sur PC, d'utiliser des logiciels libres comme Firefox, Mozilla Thunderbird, FileZilla, OpenOffice et tout un tas de solutions libres, puisque vous allez les retrouver sur les deux plateformes. Donc il n'y a pas de problème de compatibilité entre les deux types de systèmes. Donc ce que vous créez sur l'ordinateur PC, Windows, vous pourrez le modifier sur Mac. Vous pourrez le transposer sur Mac. Vous pourrez faire des migrations sans problème. C'est pour ça que c'est quelque chose à ne pas négliger. Parce que utiliser des logiciels propriétaires, c'est pas terrible pour la pérennité de vos fichiers. Ça a un coût. Et en plus, c'est pas fonctionnel entre systèmes. Donc voilà pour ça. Alors, je vais donner mon avis sur le Mac. C'est que j'ai travaillé moi-même sur les deux. Je suis issu du monde Windows. J'ai bossé pendant une bonne dizaine d'années sur Windows avant de passer sur Mac. Windows a des côtés très touche à tout. C'est un système d'exploitation qui peut tout faire, mais qui est très vite compliqué à utiliser, même si on a démarré là-dedans.
tandis que Mac, c'est un système d'exploitation déjà très fiable parce qu'il est le système macOS est fait pour telle machine et le système plante très peu, voire quasiment pas. Il faut vraiment en général qu'il y ait un problème matériel pour qu'il plante. Et étant donné que c'est un système basé sur Unix, d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai dit Linux, c'est Unix. Étant donné que c'est basé sous Unix, il y a beaucoup moins de virus sur Mac que sur PC. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas, il y en a, mais beaucoup moins que sur PC. Ensuite, il faut savoir que c'est l'outil principal utilisé par les arts graphiques, l'édition vidéo et l'édition multimédia. Pour faire de la musique, je connais assez peu de musiciens qui travaillent sur PC. Il y en a, mais la plupart travaillent sur Mac. Parce que c'est plus intuitif, la gestion des appareils audio est meilleure sur Mac. Et puis, en général, quand on prend un appareil costaud, pour de l'édition audio, on prend plutôt du Mac. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question Macintosh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Et